À partir du 5e ou 6e jour, j'ai pleuré de joie tous les jours en fait. Le premier albatros ou juste une lumière, un nuage, enfin c'est juste une sensation de quelques instants, enfin voilà, où on est juste bien là où on est et ça c'est des moments de joie hyper forts. J'ai pas encore trop compris. J'étais assez surprise de voir autant de monde. Quand tu passes la ligne, c'est toi qui as réussi, mais c'est aussi tous les gens qui t'ont suivi parce qu'ils ont espéré avec toi pendant 3 mois. Et donc sur le chenal des Sables d'Olonne, là, de voir tous ces gens qui me disaient bravo et merci, bah, c'est quand même rare dans la vie de tous les jours de partager un moment de joie avec autant de monde. Mais c'était tellement beaucoup, enfin, c'était tellement d'un coup que j'étais un peu estomaquée et c'est difficile d'assimiler tout ça d'un coup, quoi. Ça fait beaucoup. J'ai pas de toilette, j'ai pas de cuisine, j'ai même pas de couchette en fait, tout est vide. À l'intérieur, il y a uniquement de l'électronique qui me permet de piloter le bateau, d'avoir internet à bord pour prendre les fichiers météo. J'ai beaucoup de matériel de réparation, du matériel de sécurité aussi, beaucoup. De quoi de manger, parce qu'à l'échelle de 3 mois, j'avais 180 kg de nourriture. J'avais aussi des sacs avec des habits, enfin voilà, on avait pas mal de matériel à bord, mais c'est quand même relativement vide en fait un bateau de course. Et les toilettes c'est un seau, ma cuisine c'est un réchaud à gaz. Et je dors alors sur un espèce de pouf à billes qui est quand même assez grand et assez confortable, que je déplace d'un côté à l'autre du bateau en fonction de l'allure, mais c'est vrai que la vie à bord s'adapte à la performance. Voilà, le Vendée Globe, c'est parti! Le matin et le soir, à 7h TU et 19h TU, donc heure universelle, on passe pas mal de temps à télécharger les fichiers et à les étudier et à choisir notre route en fonction de ça. Et donc je suis à la frontière entre un régime anticyclonique et un régime dépressionnaire. Donc ça c'est vraiment ce qui va jalonner notre journée. Et puis on essaye de faire 3 repas par jour malgré tout. Un petit déjeuner, un dîner qui ressemble à des choses qu'on peut manger à terre. La routine, c'est je sors dehors, je regarde si mon bateau va bien. Après chaque manœuvre, j'avais ma petite routine, je passais toujours au moins une demi-heure dehors à regarder, juste à profiter de dehors et à regarder si tout allait bien. Pour les fichiers météo, tu les prends d'une certaine façon. Enfin voilà, tu te crées des repères qui sont aussi une façon de rester humain, qui sont une façon de contrôler ou d'avoir l'impression de contrôler. Parce qu'en fait, on est quand même... on contrôle pas grand chose quand on est dans des endroits comme ça. J'ai eu pas mal de moments pour lire, pour regarder même des films. Alors on va pas regarder 2 heures de films d'affilée, mais on peut regarder des petits morceaux. Et c'est des moments où on s'autorise à penser autre chose qu'à son bateau. Parce qu'en fait, même quand on est en train de dormir, on est en veille. En fait, il y a un petit morceau de nous-mêmes qui est en train d'écouter le bateau, qui est en train de se demander si tout va bien. Ça dépend complètement des tronçons. En fait, si on regarde à l'échelle de la planète, quand on est dans l'Atlantique Nord, entre la France, les Açores, l'Équateur, il y a beaucoup de trafic maritime. Les systèmes météo, voilà, on traverse des systèmes météo qui font que la météo évolue beaucoup. Donc là, c'est rare de dormir plus de 3/4 d'heure d'affilée. Mais par contre, dans les mers du Sud, parfois, on est pendant 4 jours en avant d'une dépression où finalement, on va rester avec... les mêmes voiles ou presque, ou avoir une seule manœuvre par jour. Après, c'est assez rare et quand on se réveille après une sieste de 2 heures, on a l'impression que c'était le paradis. Je me suis jamais vraiment sentie en danger de mort. Le moment qui a été le plus dur de ce point de vue-là, c'est quand un des concurrents, Kevin Escoffier, a fait naufrage et a été sauvé par un autre concurrent, Jean Le Cam. Il y a eu une période de quelques heures où on savait qu'il était sur son radeau de survie, mais on ne savait pas exactement où et il n'avait pas encore été totalement récupéré. Et on se surprend du coup à fermer un peu plus de cloisons dans le bateau, à regarder, à réfléchir à où est positionné son matériel de sécurité. On réfléchit un peu aux procédures de base. Moi, le plus gros que j'ai eu, c'était finalement, c'était là en arrivant dans le golfe de Gascogne. J'ai eu jusqu'à 8,50 m de houle. J'ai eu des moments avec simplement 5 mètres de creux
mais des vagues beaucoup plus courtes et dans un angle par rapport à mon bateau qui était beaucoup moins optimal. Et là, j'ai vraiment eu peur de tout casser parce que nos bateaux, c'est des bateaux de carbone très fins qui tapent, qui résonnent avec beaucoup de bruit. J'ai l'impression que je vais tout péter dans un bateau. Du coup, je suis occupée à ralentir encore. En plus, je suis sortie dehors, je me suis pris une vague dans la gueule. J'ai dû me changer de la tête aux pieds. Et ça tape là, un truc de dingue. Et là, c'est pas très agréable, on tient pas debout, on est obligé d'être allongé, on peut pas dormir parce qu'en fait, ça fait exactement les mêmes haulkers que dans une montagne russe, en fait, donc on n'arrive pas à dormir. Et là, on fait le dos rond et on pense à autre chose et on attend la suite. Là, j'ai 19 nœuds de vent et le bateau va à 14-15 nœuds. Je suis pas forcément réglé parfait parce qu'il y a 2 secondes, il y avait 25 nœuds. C'est largement plus qu'une aire d'autoroute en termes de bruit. Je ne sais plus exactement combien de décibels c'est, mais c'est quasiment comme être à côté d'une machine à laver en train de fonctionner, tout le temps. Et moi, j'ai quasiment tout le temps mis soit des boules caisses, soit un casque anti-bruit avec de la musique. Alors, mis tout le temps d'une certaine façon pour quand même entendre un peu mon bateau, mais juste atténuer les sons. En fait, le bruit est un des premiers indicateurs de problème sur un bateau. Moi, je me suis pas posé 36 questions, j'ai juste dit ce que je pensais un peu tout le temps. Je la joue tranquillou bilou. Vous devez en avoir marre que je vous dise que je la joue tranquille. Mais bon, en même temps, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai à nouveau faim. Donc voilà, le salut se trouve dans l'assiette une fois de plus. Et là, franchement, c'est hardcore. Hein. J'ai du mal à arrêter de me plaindre, c'est chiant. On va faire le Figaro du samedi 30 décembre 89, le jour de ma naissance. Et dans les sujets, il y a pouvons sauver des fureurs de l'océan. Je suis caparnière, j'ai passé le Caparn. C'est la fête d'abord de vente populaire, c'est trop cool. C'est calme. C'est très, très calme. Bon bah voilà, je suis en haut du mât, mais c'est un échec. J'arrive pas du tout à m'arrêter pas là. Je pense que je vais finir le Vendée Globe sans J2. J'arrive pas du tout à coller mon patch. Le but, c'était d'être la plus authentique possible. Et voilà, après, c'était lâcher dans la nature. J'allais arriver sous l'Australie en fait et j'ai eu la chance dans la deuxième partie pour moi de l'océan Indien d'avoir des conditions relativement calmes. Je pouvais être dehors, profiter du soleil et profiter tout simplement de la mer et avoir vraiment un moment de relâchement. Et ouais, c'est des moments où on a envie d'être nulle part ailleurs, on est juste content d'être là où on est. À partir du 5e ou 6e jour, j'ai pleuré de joie tous les jours en fait. Le premier albatros ou juste une lumière, un nuage, enfin c'est juste une sensation de quelques instants, enfin voilà, où on est juste bien là où on est et ça c'est des moments de joie hyper forts. Il y a une grosse partie, c'est que de la flotte, c'est que de l'eau, on voit pas du tout de terre, mais malgré ça c'est tout le temps changeant. Les lumières sont incroyables, il y a des couleurs qui sont uniques dans les mers du Sud. Et puis en plus, quand on a la chance parfois de croiser des petits bouts de terre que peu d'êtres humains vont voir, donc moi j'ai vu des îles dans l'Atlantique Sud, j'ai vu le bout de la Terre de Feu, j'ai vu l'île des États juste après le Cap Horn et c'est assez époustouflant. La couleur de la mer entre les alizés, l'équateur et le milieu des mers du Sud, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil, ça n'a même pas la même odeur. Quand on arrive dans les mers du Sud et qu'on voit nos premiers albatros, c'est un peu comme passer le Cap Horn, c'est un cadeau. Moi j'ai notamment souvenir à un moment dans les mers du Sud, avant une tempête justement où j'ai ralenti, j'ai eu 7 albatros d'un coup qui me suivaient. Ce qui est assez rare d'en avoir autant d'un coup et qui volaient très proche de mon bateau et dans des conditions qui faisaient que je pouvais être dehors à les admirer et ça c'est des moments qui restent gravés dans la mémoire.
Hop là, un petit battement d'aile, c'est quand même assez rare. Moi, ce qui m'a permis de faire ça, c'est d'être un peu dur au mal, d'avoir le goût de l'effort, de pas avoir besoin d'un confort de vie trop grand, quoi. Voilà, je me suis pas lavée pendant 1 mois et demi dans les mers du Sud et ça me posait pas trop de problèmes et de pas avoir, d'accepter de la fatigue, de mal manger. Moi, à terre, j'aime bien prendre une douche chaude, j'aime bien un lit confortable, je suis pas un être solitaire, j'aime bien le contact humain. Et en mer, je deviens autre chose, donc c'est assez fascinant. Non, oui. C'est sûr que j'étais pas du tout partie là-dedans à la base. Hein. Moi, quand j'étais au lycée, ado, et puis après au lycée, jeune adulte, j'ai jamais été très sûre de moi. Enfin, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'avais pas un plan de carrière, j'ai atterri en prépa parce que j'aimais l'histoire, géo et les maths. Ensuite, j'ai atterri en école de commerce alors que je savais pas trop ce que c'était. Je me suis un peu laissée porter jusqu'au jour où j'ai décidé vraiment de moins me laisser porter, de faire un véritable choix et de venir m'installer en Bretagne, puis ensuite de me lancer dans mon premier projet de voile, donc de traverser l'Atlantique en solitaire sur un petit bateau de 6,50 m. Mais finalement, ça a changé ma vie, mais j'aurais jamais pu imaginer ce que ça allait engendrer, ce que ça pouvait avoir comme conséquence derrière. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert en découvrant la course au large, c'est le lâcher prise sur le quotidien et sur... je fais de moins en moins de plans et ça me rend de plus en plus heureuse. Donc voilà, on verra bien où je serai dans 3 semaines.